107.9. Un jour, en France, les directeurs d'établissements scolaires auront des primes au mérite, ce qui leur donnera le droit de supprimer des postes d'enseignants à la place du gouvernement. Un jour, en France, on ne testera plus seulement le niveau des lycéens et des collégiens, non, on voudra savoir, dès le primaire, ce que l'élève vaudra plus tard. Aujourd'hui, en France, on ne forme déjà plus les enseignants, plus d'IUFM, plus de formation des maîtres. Les économies sont à trouver pour la pédagogie, on verra plus tard. À la place, pour les profs, l'apprentissage sur le tas, à l'arrache. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec deux de ces nouvelles profs privées de formation. À 23 ans, elles sont deux jeunes maîtresses cette année à Laval. Pour l'autre radio, elles témoignent, mais anonymement. Mes petits papiers vous immergent aujourd'hui dans la galère des professeurs stagiaires, tout de suite. On mange école, on boit école, on dort école. Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. The way you shake that thing gonna make you burn, gonna make you stay. Hey, baby, when you walk that way, watch honey drip, can't keep away. On mange école, on boit école, on dort école. Oui. Après, on a toutes les responsabilités vis-à-vis des élèves, vis-à-vis des parents, vis-à-vis aussi de l'éducation nationale. Et après, vis-à-vis de nous aussi, on se dit, c'est notre emploi, on a un salaire. Après, on se doit aussi de faire notre métier correctement. On essaie de le faire dans les meilleures conditions possibles, de s'adapter. On essaye. Ça me fait rire parce que ça me rappelle une situation, même quand on fait des sorties, enfin quand je sors en famille avec mon ami, c'est plus fort que moi. Je vois un truc sur un étalage, je vois un truc dans la forêt, je me dis ah mais je pourrais faire ça avec mes élèves. Et ils me disputent, il fait mais arrête de penser à tes élèves, arrête de penser à l'école. Et c'est plus fort que nous quoi. Enfin, voilà, c'est dans nous. On l'a appris La veille pour le lendemain. La veille pour le lendemain. Du coup, ce premier jour, Eh bien, 4 novembre. le 4 novembre. On a fait notre rentrée, nous, en tant que professeur des écoles stagiaires, le 4 novembre 2010. C'était notre rentrée. Enfin, en tant que vrai enseignant, on va dire, ou remplaçant, parce qu'on est quand même rentré, donc on a fait notre rentrée administrative le 30 août. 30 et 31 août, on avait 2 journées à l'inspection académique. On a eu beaucoup de réunions, un petit peu de formation. Et après, rentrer en tant qu'enseignant le 1er septembre, donc réunion avec les collègues de notre école d'affectation. Et après, du 2 septembre jusqu'aux vacances de la Toussaint, en fait, on était stagiaires dans une classe, souvent en binôme. Observation. Voilà, en observation. Le titulaire de la classe faisait ses cours. On prenait la classe en main de plus en plus pour quelques cours, mais ce n'était pas encore notre classe. On avait encore vraiment le statut de stagiaire d'observation, oui, vraiment. D'accord. Et donc du coup, cette affectation, vous commencez à peu près, vous me dites le 1er septembre, le 1er septembre. L'affectation, vous la prenez quand ? Comment ça ? Vous savez quand votre école finalement ? On l'a appris La veille pour le lendemain. la veille pour le lendemain. On l'a su le 31 août pour le 1er septembre. Voilà. Alors ça a posé problème pour certains parce qu'on ne vient pas tous de Laval, on ne vient pas tous de la Mayenne.
Donc certains a fallu déménager, dont moi qui a été à l'UFM d'Angers. J'ai fait la route Angers-Laval, j'ai fait la route, on va dire 15 jours, 3 semaines d'Angers-Laval. Donc je vous raconte pas la fatigue, l'épuisement, le stress. Frais d'essence. Frais d'essence, exact. Et donc il a fallu trouver une solution, il a fallu déménager. Donc, c'est bien quand on apprend que on est affecté du 31 pour le 1er septembre. Quoi. 8h30. 1er septembre, 8h30 à l'école. Voilà. Donc bon, c'était un peu délicat. Surtout pour certains qui venaient aussi de Nantes. Oui. D'Angers ou de Nantes et qui ont fait la route quand même pendant plusieurs semaines, voire 1 ou 2 mois. L'affectation est régionale, donc du coup, ça fonctionne vraiment par académie. Académie, ouais. Du coup, c'est quoi les premières contraintes? Donc, toi, c'était plus Vous, c'était plus les contraintes pratiques. Pour vous, ça a été quoi? Simplement le stress de ne pas savoir où j'allais être affectée, quel niveau, quelle classe, quelle école, donc quelle ville aussi. Pour l'organisation, après, personnellement, je suis de la Mayenne, donc au niveau de la route, là, ça m'arrange. Mais c'est vrai que on avait toutes les vacances, toutes les grandes vacances, on pensait à notre affectation. On attendait le jour où on nous disait déjà quel jour on rentrait, on devait se rendre et savoir notre affectation. On attendait tout ça. Et c'est vrai qu'on était assez stressés pendant, 2 mois. Quoi. Donc en plus, ceux qui étaient affectés en Mayenne mais ne savaient pas où en Mayenne, là, c'était encore plus dur. Pour ceux qui étaient étrangers à la Mayenne, on va dire. Donc vous commencez en tant qu'observatrice début septembre, donc on va dire que le mois de septembre voilà, est une phase où vous n'êtes pas dans l'action. Qu'est-ce que vous en profitez pour faire en préparation du jour où justement vous allez être toute seule? Vous vous préparez comment? Vous vous préparez? Non, justement. non, parce qu'on était en observation. Je suis pas tout à fait Moi, d'accord. Vas-y, je te laisse. Enfin, on a vu quand même quelques fiches de préparation. Quelques. Pas forcément différents modèles. Après, ça nous donnait une petite idée. On a vu comment se passait une rentrée de classe, rentrée des écoles. On a vu comment fonctionnait un type de fonctionnement de classe. Donc après, ça c'est vrai que c'est spécifique à la titulaire ou au titulaire. On a testé quelques séances quand même. On a fait quelques séances, on en faisait de plus en plus. Des séances où on prenait la classe en main, mais il y avait toujours l'enseignant au fond de la classe. Et ce n'était qu'une séance dans la journée, plus tard 2, voire plus dans la journée. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas encore toute la classe en main. On n'était pas encore dans le statut enseignante, on va dire vraie maîtresse, c'était plus encore stagiaire. Même pour les élèves, on était plus stagiaire. Il y avait l'enseignant dans le fond de la classe. Et puis même pour nous, c'est vrai que du coup, on avait moins de séances à préparer. Donc, entre guillemets, c'était un peu plus facile. On avait plus de temps pour faire des fiches de prep béton. Toutes les grandes vacances, on pensait à notre affectation. On mange école, on boit école, on dort école. On l'a appris La veille pour le lendemain. la veille pour le lendemain. Jesus, me. Ooh, meet me in the middle of the air. In
remets un petit peu dans le contexte de ce que vous m'avez dit avant qu'on commence l'interview. Vous me dites voilà, que vous avez passé ce que vous appelez le PE1, c'est ça ? Oui. PE1. Donc on va dire que c'était la première phase, la première année d'IUFM, où vous m'expliquiez c'était relativement théorique. Et puis bam, réforme. Donc la PE2 est supprimée. Donc vous vous retrouvez amputé de ce que vous aviez un petit peu commencé. Donc la PE2 qui comportait voilà, des phases un peu plus pratiques, des stages Et la formation. et de la formation. Du coup, c'est quoi votre sentiment général quand vous arrivez devant vos élèves ? Comment vous vous sentez ? Armé ? Un petit peu... comment vous vous sentez ? Moi ici, quand j'arrive devant les élèves, ici dans cette école, je me sens bien, je me sens armée parce que je les connais depuis septembre, je connais le fonctionnement de la classe depuis septembre. Mais quand je me rends dans l'autre école, je maîtrise pas du tout les élèves, je maîtrise pas du tout la classe. D'ailleurs, je considère pas trop que c'est ma classe. Et on a plus le sentiment d'être remplaçante que d'être enseignante. Et là, pour moi, quand je vais dans l'autre école le lundi, mardi, je souffre. Ça, c'est le lundi, mardi, pour moi, c'est terrible. Est-ce que quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez dit quand vous vous êtes présenté devant vos élèves ? Vous avez dit, je suis votre enseignante ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Oui ? Ah ben, bien sûr, oui. Je suis la maîtresse du lundi, ou je suis la maîtresse du mardi, ou là, je suis la maîtresse du jeudi, vendredi. Mais les élèves pour les journées, par exemple le lundi, où je suis dans cette classe-là que les lundis, le fait de n'être dans leur classe qu'une journée par semaine, on n'est pas l'enseignante référente. On est une remplaçante. Puis il faut pas oublier aussi qu'on est jeune, quoi. Oui, Enfin, et ça se voit, les élèves le voient. les élèves le voient. parents le voient aussi. Ouais. Oui, il faut pas oublier les parents. Donc on a sûrement commis des erreurs, mais enfin des erreurs de débutantes, mais voilà. Et- Tout dépend aussi de la manière dont on a été présenté aussi avant par les autres enseignants. Certains nous sont présentés comme des stagiaires, d'autres comme des remplaçants, d'autres comme des enseignantes à part entière. Ça montre un caractère un peu flou, Voilà. pour le moins. Oui. Donc c'était... Mais c'est pour ça que de toute façon notre statut reste flou. Ah oui. Parfois on nous considère comme des PE2, parfois on nous considère comme des Master 2, et d'autres comme enseignants, d'autres comme stagiaires. Alors on s'y perd, quoi. Votre contrat dit quoi ? On est professeur des écoles stagiaires. Les stagiaires, Sans formation. Pour moi, stagiaire, ça sous-entend en formation avec quelqu'un, on va dire, dans la classe. Sauf que là, on fait le métier de professeur des écoles comme si on était des remplacements à l'année. Voilà. Donc pour moi, c'est pas vraiment stagiaire. Donc, novembre, décembre, on est... Allez, ça va faire 2 mois et demi que vous êtes intégrés. On peut faire un petit bilan ? C'est fait. J'ai souvent baissé les bras. Souvent pensé à arrêter parce que bien, moi j'ai l'impression qu'on est abandonné, on est lâché comme ça, comme des lions dans l'arène, et bah, parfois je me sens seule, et heureusement qu'on retrouve souvent d'autres PE stagiaires pour communiquer et être solidaire. C'est très important. Moi, personnellement, en fait, j'adore toujours le métier. J'adore cette classe-là. J'ai 2 autres classes. Il y a une classe où j'ai un peu plus de mal, mais j'y vais quand même. J'ai envie d'essayer des choses. Par contre, c'est vrai que cette classe-là où j'ai plus de mal, il y a des jours où je ne maîtrise pas, où je ne fais pas autant de choses que je pourrais faire avec d'autres élèves. Et des fois, c'est rien que la gestion du temps ou gérer certains élèves perturbateurs. Faut pas oublier qu'aussi qu'on a 2 PE stagiaires, 2 professeurs des écoles stagiaires, dans une zone qu'on appelle une zone d'éducation prioritaire, une zone très sensible, très difficile. Et voilà, c'est pas tous les jours facile. C'est facile de craquer. Et après, ce qu'on a du mal à comprendre aussi parfois, c'est que pourquoi en fait on nous a envoyé, on a envoyé certains PES dans des classes qu'on savait difficiles. Pour une première année, une année
théoriquement de formation, pourquoi les classes les plus difficiles, alors qu'on aurait peut-être pu éviter ça. C'est déjà mettre des stagiaires en grosse difficulté, sachant qu'en général, ces classes difficiles n'ont pas été observées avant par les stagiaires. Donc là, c'est une double peine. On arrive dans une école qu'on ne connaît pas, dans une classe qu'on ne connaît pas, avec des élèves qu'on apprend rapidement qui sont très difficiles. Et voilà, on est largué. Il faut gérer au mieux. Au début, on n'a pas d'aide. Voilà. Pourquoi les classes les plus difficiles? On est jugé sur cette fameuse grille des 10 compétences. Donc là, c'est une double peine. On arrive dans une école qu'on ne connaît pas. J'adore toujours le métier. Dans une classe qu'on ne connaît pas. On a quand même passé le concours, on n'est pas là par hasard non plus. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est jeune. Et donc on est stressé. Comment vous a un petit peu encadré l'éducation nationale? La réforme prévoyait que soit attribué à chaque stagiaire un tuteur. Oui. Est-ce que c'est le cas pour vous? Ah oui, on a tous un tuteur. On a tous un tuteur. Un tuteur pour 3 professeurs des écoles stagiaires. Ouais. Est-ce que cette présence est importante? Moi, oui. D'ailleurs, je viens de le quitter là ce soir. On travaille beaucoup ensemble. Au début, ça a été difficile parce qu'on avait des idées un peu divergentes. Mais là, en discutant, on arrive à travailler ensemble. Et oui, ça aide. C'est quoi l'idée? C'est un retour sur votre travail? Oui. En fait, on doit avoir 13 visites dans l'année. Alors, la plupart par notre tuteur, plus des visites croisées, donc c'est-à-dire des visites par d'autres maîtres formateurs qui viennent nous voir en classe durant 1 ou 2 séances. Donc, c'est souvent une matinée ou un après-midi. Et après, on fait un petit retour sur ce que le tuteur a vu, sur ce que nous, on a présenté. Donc, comment on aurait pu faire pour améliorer, les points positifs, les points négatifs. C'est vraiment un retour, une aide et un échange aussi avec le tuteur. Donc c'est vraiment un retour sur ce qui a déjà été fait. Voilà. Vous n'avez pas moyen de discuter avec lui, par exemple, pour l'organisation en amont, c'est-à-dire comment je prépare une séquence. Vous voyez ce que je veux dire? Si, moi ce soir j'ai travaillé là-dessus, comment faire une séquence, comment présenter la chose. Mais tout ça, ça prend du temps, quoi. Enfin, il faut pas oublier qu'on a encore nos classes à préparer, quoi. Enfin, ça prend du temps, quoi. On a quand même, oui, on parle avec nos tuteurs
des préparations de séances. Ils nous disent, bon bah là, pour ta prochaine séance, tu commences comme ça. Déjà, tu définis ton objectif. Ensuite, tu parles de ça pour construire ta séance. Plein de petits détails aussi. On parle beaucoup en fait de nos futures séances où ils nous disent, bon bah pour la prochaine fois que je viens te voir, je veux que tu cibles ces points-là à travailler. Donc là, après, c'est quand même un travail sur plusieurs semaines. À la fin de la visite, en fait, le tuteur a une grille de 10 compétences à remplir. Donc soit ces compétences sont à retravailler, soit elles sont en bonne voie de construction. Donc en fait, notre année de formation sera validée sur ces 10 compétences du professeur des écoles. Donc on est quand même jugé, quoi. Chaque fois qu'on vient nous voir, on est jugé sur cette fameuse grille des 10 compétences. Et donc on est stressé. Voilà, on se met la pression encore plus. C'est pas le cas d'une enseignante que j'ai interviewée il y a quelque temps, qui elle n'avait pas eu la chance, entre guillemets, d'avoir un tuteur. Elle n'avait pas. Elle n'était pas enseignante en primaire, non, elle était en collège, en arts plastiques. Oui, différent. C'est différent ? C'est un petit peu différent parce que eux, en fait, si je ne me trompe pas, dès le mois de septembre, ils ont été en poste. Ils n'ont pas eu la période que nous avons eu d'observation et de pratique accompagnée, en fait. Il y a eu plus d'encadrement, vous pensez, pour le primaire, du coup ? Je pense. Plus au début, mais je crois que là... moi je trouve que là on est un peu au même niveau, même si on a des tuteurs, mais on est quand même seul. Nos tuteurs viennent qu'une après-midi dans chaque semaine. Et qu'est-ce qu'on fait alors le reste du temps, quoi ? On est seul. Après, il y a des fois, une fois par semaine, des fois c'est trop. Parce qu'on n'a pas le temps de mettre tout ce qu'on aimerait mettre en place. Surtout si on est par exemple une journée par semaine dans une classe. S'il vient l'après-midi et la semaine d'après, il revient le matin, on n'a pas revu les élèves entre deux, on n'a pas eu le temps de mettre d'autres choses en place. Donc c'est vrai qu'on nous demande aussi beaucoup de choses assez rapidement. Donc c'est encore plus stressant, on se met encore plus la pression. Un moyen d'évacuer ou en tout cas de discuter, vous disiez ça tout à l'heure, c'était aussi de rencontrer d'autres collègues qui sont dans le même cas que vous. C'est le même son de cloche pour eux ? Pas pour tous, mais pour une bonne partie, il y a quand même une idée d'abandon, je pense. Oui, c'est vrai. Ouais. Par tout le monde. Le problème d'autorité, de discipline n'est pas rencontré par tout le monde. Mais ça dépend de la classe, des élèves. Je pense aussi. Et puis, il y a aussi l'intégration dans l'équipe éducative, je crois, qui pose problème pour certains et se sentent seuls dans l'école. Nous, on a la chance d'être plusieurs PE stagiaires dans l'école et on a la chance de pouvoir communiquer. Je crois que ça, c'est un bon point pour nous. Ça fait du bien. On se remotive entre nous. On s'échange aussi ce qui ne va pas dans les autres classes. On essaie d'en parler, ou même des fois, rien que le fait de le dire, ça soulage. On parle à quelqu'un qui comprend, qui sait ce qu'on a enduré ou ce qu'on endure, puisqu'il est dans le même cas que nous, en fait. Donc ça fait du bien de pouvoir se retrouver. Après, tous les PES n'ont pas la chance d'avoir des collègues, d'autres collègues PES aussi dans leurs écoles. Certains se retrouvent un petit peu seuls dans une école paumée, entre guillemets. Donc après presque 3 mois d'exercice, est-ce que vous pouvez quand même dégager des éléments dont vous êtes satisfaite, soit de ce que vous avez réussi à faire, ou de la manière dont vous avez géré certaines difficultés ? Qu'est-ce qui est positif au bout de 3 mois ? On est toujours là, on n'a pas encore craqué. C'est pas très positif, ça. C'est des négations. Ça veut dire que pour l'instant, on arrive à peu près encore à gérer. On est toujours motivé par le métier. Personnellement, j'ai toujours envie de continuer mon métier. J'ai pas envie de m'arrêter. Même si après, il y a toujours des moments de doute. Et après, dans les autres points positifs, je pense que j'ai quand même construit pas mal de cours. Tout n'est pas fait, il en reste énormément à faire. J'apprends à m'adapter aux élèves, aux situations auxquelles on ne pense pas toujours. Je sais pas.
Moi, je dirais le point positif, c'est que enfin je suis devant les élèves depuis le temps. Mais que ça se passe bien ou mal, je suis contente d'être toujours quand même devant les élèves. On n'a pas choisi ce métier anodin quand même. On a quand même fait des années d'études pour ça. Et, bon, le fait d'être toujours devant les élèves tous les jours, voilà, c'est quand même un plaisir. On l'a attendu ce moment-là. Oui. C'est vrai que c'est vrai qu'on se plaint aussi de ne pas avoir trop de formation, mais après, il ne faudrait pas que ce soit de la formation que de la théorie, quoi. Il faut aussi de la pratique. On a besoin aussi, nous, de confronter ce qu'on pensait, nos conceptions aussi à la vie réelle dans la classe. Donc ça fait du bien aussi. Puis là, on est des maîtresses, ça y est. Donc, vous pouvez discuter entre professeurs stagiaires. Est-ce que spontanément, les autres enseignants de l'établissement viennent vers vous? Est-ce que vous êtes un petit peu... Oui, il y a une considération? Ici, on a la chance que ce soit on a des maîtres formateurs et nos maîtres formateurs, si je peux le dire, qui sont quand même pas mal dans la Mayenne. On est bien entourés et ils nous ont bien formés et ils comprennent notre situation. Et on peut parler aussi avec eux, il n'y a pas de problème. Ouais, ils sont assez ouverts. On peut aussi facilement leur demander des conseils. De ce côté-là, nous, on est bien lotis. Après, dans d'autres écoles, l'accueil n'est pas forcément toujours positif. Déjà, les autres enseignants ne savent pas forcément le statut spécial que l'on a. Certaines nous prennent pour des PE2 et souvent rajoutent derrière pour des PE2 ou parfois pour des M2 sans formation. Je précise bien ça pour déjà quand on arrive l'accueil. Ça fait un peu mal quand même qu'on se dit d'entendre se dire on est M2 ou PE2 sans formation. On a quand même passé le concours, on n'est pas là par hasard non plus. Working from 7 to 11 every night really makes life a drag. I don't think that's right. I've really been the best of food. I did what I could, yeah. Cause I love you, baby, how I love you, darling, how I love you, baby, my love you, little girl. Baby, since I've been loving you, yeah, I'm about to lose my war and mind. Ah, yeah. Même si c'est vrai qu'il nous manque de la formation, on est quand même un petit peu au courant de ce qui se passe dans une école. Bon, ça dépend vraiment des écoles, je pense. Oui. Ça dépend des collègues. Donc, à l'issue de cette première année, à l'issue du bilan de compétences, des 10 points, c'est ce bilan de compétences d'ailleurs qui est, comment je peux dire, qui est un coup près si on vous garde l'année suivante, c'est ça? En fait, à la fin de l'année, courant mai-juin, tous nos maîtres formateurs, nos tuteurs, etc., vont se réunir autour d'une table avec Madame l'inspecteur d'académie. Et ce sera elle qui décidera si, selon ce qu'il y a décrit sur ces fameux
10 compétences pourra valider ou pas notre année, et qu'on soit ou pas enfin titularisé. Voilà. Il s'agit de Madame de Loustal. Oui, Oui. Solange de Loustal, oui. Et si ça tient qu'à vous, bon, vous avez fait que 3 mois, hein, on va voir, il en reste encore un petit peu, mais vous re-signez? Ah oui. Ah oui. On signe. Aussi. Ah, pour une année, enfin, on enchaîne, on n'arrête pas là, quoi. Oui. Oui, même s'il y a encore du chemin à faire. Oui. Oui, oui. Ah, puis si on a le choix aussi, on est titularisé. Hein, c'est vrai. Et puis on n'a pas fait, enfin, moi je vois, on a quand même galéré à l'UFM, il y avait quand même un concours à passer. On a fait des sacrifices aussi personnels tout au long de nos études. On n'a pas envie de se dire qu'on a fait ça pour rien non plus. Puis c'est aussi un choix de toute une vie. C'est quand même le métier qu'on va exercer pendant des années, quoi. Donc arrêter comme ça, alors qu'on a tant donné avant. Même si parfois ouais. il y a des moments où on a envie de tout arrêter, tout balancer, de tout arrêter, de changer de vie professionnelle, eh bien non, on revient. Ouais. Finalement, c'est pas si mal que ça, quoi. Est-ce que ce contrat du coup d'enseignant stagiaire, je peux le comparer à un CDD dans le sens d'un petit peu de précarité vous voyez ce que je veux dire? Par exemple pour trouver un logement ou des choses comme ça. Non. Est-ce que non, ça change rien à la titularisation du coup au niveau de votre Non. contrat? Non. Après, on nous a dit que normalement, à peu près tous les PES devraient être titularisés, sauf Si tout se passe bien. voilà, sauf s'il y a vraiment de gros problèmes. Mais bon, faut se méfier Voilà. des normalement. Voilà. Parce qu'en fait, on est quand même dans un contexte général où l'éducation nationale voit, en tout cas, les profs qui sont partis à la retraite non renouvelés. Donc, on va quand même. Il en faut des nouveaux enseignants. Mais est-ce que vous sentez quand même que. Bon, c'est pas si certain que ça. Je sais pas comment Mais dire. on peut être titularisé, mais c'est-à-dire l'année prochaine, on n'aura pas peut-être notre classe. On sera titulaire remplaçant, c'est-à-dire qu'on fera des congés de maladie de 2-3 jours, voilà. Comme il manque de remplaçants, il faut Voilà. bien en trouver. Titularisé, ça ne veut pas dire qu'on aura forcément un poste l'année prochaine. On n'aura pas forcément de poste fixe qui nous sera affecté l'année prochaine. Bah, titularisé, ça veut bien dire que ailleurs, ils nous ont jugés capables d'être enseignants, quoi. Voilà. Et c'est pas un petit peu angoissant dans le sens où, voilà, si vous ne travaillez que 2 jours par semaine, la paye va avec. Est-ce que c'est bon? Je vois l'angle un petit peu négatif de la chose, mais après tout, ça peut être une réalité pour vous l'année prochaine. Je le souhaite pas, hein, vraiment pas. Mais ça peut être ça le. Tout à fait. Donc, On ne sait pas ce qui nous attend l'année prochaine. Mais on n'a pas le choix. On est obligé d'avancer. On n'a pas le choix. Après, c'est pareil, la titularisation, parfois on peut le vivre aussi comme un deuxième concours, quoi. On a quand même passé un concours où il fallait montrer ce qu'on savait faire, ce qu'on savait, montrer ses capacités. Et là, bon, après, c'est vrai que c'était plus de la théorie. Et maintenant, c'est, on va dire, le concours bis, où là, c'est le concours, mais c'est la pratique, quoi. Donc on se disait, on a le concours, ça y est, c'est fini. Et non. Encore une couche par là-dessus. Allez. Je vais tousser aussi. Quels sont les moyens dont vous disposez pour vous rebooster, à part discuter de votre boulot entre vous, hein? Est-ce que vous avez réussi? Je sais pas, moi, en début d'année, vous vous disiez, j'aimerais bien me remettre à courir. Est-ce que vous avez eu le temps de vous remettre à une activité? Ah non, totalement. C'est chronophage, ce boulot. Moi, j'ai totalement tout arrêté. Hein. C'est mort, pas le temps. Moi, je m'étais dit, je ne serai plus étudiante. J'aurai un salaire, peut-être que je pourrais me payer des cours à droite à gauche. Mais en fait, j'ai pas le temps. Parce que je rentre le soir, je me mets à préparer, à faire les corrections, finir de préparer pour le lendemain. C'est pareil le matin, donc je me lève de bonne heure, je viens de bonne heure à l'école pour finir de préparer la classe. Le soir, j'enchaîne. Le mercredi, en général, on prépare pour le jeudi, vendredi. Le week-end, on prépare pour le lundi et le mardi. Donc c'est vrai qu'en fait, on est tout le temps, même chez nous, on est tout le temps dans la préparation des cours. Donc peut-être qu'il y en a certains qui y arrivent à prendre une activité, mais personnellement, non. Et vos vacances, du coup, elles servent à quoi?
préparer les progressions et programmations de la prochaine période. C'est du temps de travail. Oui, c'est du temps de travail, mais là, il y a eu les vacances de Noël, c'était pas les plus reposantes. Donc, moi, j'ai réussi quand même, pendant les vacances de Noël, à couper, quoi. Il y avait les vacances de Noël, il y avait les fêtes de Noël, il y avait le 31. Là, peut-être parce qu'on était obligés aussi. Ouais, C'est vrai que la première vacance, les vacances de Toussaint, on sépare, on n'avait pas encore pris la classe en main avant, mais c'était, personnellement, c'était que préparation. Puis on n'avait qu'une semaine et demie. Une semaine et demie, on a fait que ça, je pense. Nous, pendant les vacances, on travaille, quoi. On essaie quand même de voir les amis, la famille, sortir un petit peu, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de travail à faire. Vous parliez tout à l'heure de votre ami. Bon, ça peut être aussi les copains, les potes. Mais quel retour ont les gens ou vos parents sur votre travail? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, Mais tu travailles encore tout ça, mais c'est fini le concours. Ah oui, ça met autant de temps les corrections à se faire. Ah, t'as toutes ces paperasses-là à faire. Dis donc. T'en passes du temps. Ça y est, il est 4h30, t'as fini? Non, j'ai quand même des cours à préparer. Je ne viens pas les mains dans les poches en classe. Il y en a beaucoup, certains qui ne connaissent pas du tout le métier ni le monde de l'éducation. Pour eux, on commence à 9h le matin, on finit à 16h30 le soir. On a tous nos week-ends, on a les vacances scolaires. Que demande le peuple, c'est ça en gros. Quel beau métier. Voilà. Est-ce que les gens étaient au courant, à votre avis, de cette réforme, de la nouvelle façon dont sont formés, dont ne sont pas formés les enseignants? Les gens ne sont pas au courant, selon vous? Non. Ils n'étaient pas au courant. Et Beaucoup de parents d'élèves s'en sont même plaints déjà au début d'année de ne pas avoir été avertis qu'il y aurait des PES dans la classe de leur enfant ou dans l'école. Et d'ailleurs, ils ont compris vraiment la situation le 4 novembre, quand nous, on a fait notre entrée. Oui. C'est là qu'ils ont vraiment compris la réforme, quoi. Mais il était un peu tard. C'est étrange parce que quand même cette réforme, j'ai l'impression qu'elle a été un petit peu médiatisée, dans le sens où on a dit qu'il y aurait 60 000 postes d'enseignants qui seraient supprimés, qui ne seraient pas renouvelés. À votre avis, on veut aller dans quelle direction actuellement à l'éducation nationale? Suppression de postes. Suppression. Déjà, là, on voit au niveau académique, l'année dernière, quand on a passé le concours, il y avait 272 places. Cette année, pour ceux qui passent le concours, donc ils passent maintenant en formation M2, il n'y a plus qu'à peu près 150 postes, si je ne me trompe pas. Donc là, déjà, on réduit le nombre de jeunes enseignants. Et on entend aussi parler, personnellement je pense que ce ne sont pas que des rumeurs, de grosses suppressions de postes, donc des enseignants qui vont partir à la retraite, des postes qui ne vont pas être remplacés en fait. Donc après, oui, puis on se retrouve. On fusionne des écoles, quoi. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. On fusionne des écoles, ça veut dire moins d'enseignants. Donc on sait bien, l'éducation nationale coûte cher, hein. Ça on le dit bien. Faut réduire le budget de l'État, on supprime les enseignants. Et au niveau de la pédagogie, vraiment,
Vous avez l'impression qu'on a un petit peu vu ça au rabais? Ça ressemble à quoi, à votre avis, la politique pédagogique? Ah ben, on a encore notre liberté pédagogique dans la classe. Certes, il y a les programmes, mais dans la classe, on fait quand même à notre sauce. Ça, on a encore cette chance-là. Ouais, de pouvoir mettre des choses en place, notamment dans des projets. Bon, c'est vrai qu'après, ça fait beaucoup de choses. Des fois, sur le papier, c'est tout beau, tout rose. Et après, en classe, techniquement, est-ce que c'est faisable au niveau matériel, au niveau structure aussi je pense notamment quand on parle du brevet informatique Internet, on nous demande de préparer les élèves à bien utiliser l'outil informatique, que ce soit traitement de texte ou Internet. Sauf qu'on arrive dans des écoles où il n'y a parfois pas d'ordinateur, ou un poste dans le fond de la classe, ou alors où il y a une super salle informatique, mais le nombre de postes en état de fonctionnement est très restreint. Donc c'est vrai qu'il y a des fois, en fait, niveau pédagogie, même nous, on a envie de mettre des choses en place, mais on ne peut pas. Après, au niveau national, je pense que c'est pas vraiment sur la pédagogie qu'on joue en ce moment, quoi. C'est plus vraiment au niveau effectif et terre, quoi. Allez, on va poser la dernière question. Est-ce que vous diriez... vous avez fait vos études ensemble? À la fac, mais après, on s'est séparés à l'UFM. Vous êtes séparés à l'UFM, donc vous êtes retrouvés ici. C'est source d'un rapprochement entre vous, du coup? Un peu? Je pense. Oui. Ouais. Et je pense que ça nous a fait du bien aussi. Ouais. Moi, ça m'a rassurée. Moi aussi. Quand je l'ai vu dans l'école, je me suis dit, quelqu'un que je connais. Bah, on se connaît depuis la fac, quoi. Donc c'est vrai que même pour se parler, se confier, c'est beaucoup plus facile. Et ça fait du bien. Et puis les pauses, les récréations aussi, du coup, en commun. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah, tout à fait. Je suis d'accord. Rien à ajouter. On mange école, on boit école, on dort école. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Child, way you shake that thing, gonna make you burn, gonna make you stay. Hey, baby, when you walk that way, watch honey drip, can't keep away. C'était donc le portrait de ces deux jeunes professeurs des écoles lavalloises. Elles ont témoigné anonymement pour l'autre radio. Elles ont subi de plein fouet la suppression des instituts de formation des maîtres cette année. Pour la bande-son, elle était intégralement consacrée à Led Zeppelin pour ce numéro. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt, un autre jeudi, pour un prochain numéro de Mes Petits Papiers. Ciao! Laissez parler les petits papiers. Sur l'autre radio. 107.9